Bonsoir à tous, ravi d'être parmi vous ce soir pour cette session qu'on a décidé de consacrer effectivement à la cartographie des parcours clients. Lucas, je compte sur toi pour m'aider à tenir le timing, tu sais que c'est mon principal défaut. Donc on est avant tout ravi d'être partenaire du Hub Institute avec qui on a développé depuis ces dernières années un certain nombre d'initiatives. Donc ce n'est pas forcément le Oracle en tant que fournisseur de la technologie qu'on souhaite présenter ce soir, mais plus parler des différentes initiatives qu'on continue de développer avec le Hub Institute autour effectivement d'expéditions qu'on monte pour aller à la NRF, autour de tout ce qui est data, les assets que l'on produit chaque année, notamment sur des tendances émergentes comme Snapchat et Instagram. On colle énormément de post-it chaque année et on va vous expliquer pourquoi, et on espère que cette présentation fera œuvre de pédagogie et saura vous convaincre de l'intérêt de travailler avec Oracle sur ce type d'initiative. On essaye de parler de plus en plus de ce que l'on fait. Donc on a lancé notre propre média qui s'appelle The Experience Society. C'est une émission qu'on développe sur YouTube. Les premiers retours sont plutôt pas mal, bien que mes filles me disent que ça manque de street crédibilité, mais voilà, en tout cas, ça plaît pas mal. En ce qui me concerne, donc moi je suis, et je mets des guillemets, spécialiste expérience client chez Oracle, que j'ai rejoint il y a 6 ans. Dans le cadre de mes fonctions, j'ai une spécialisation légèrement plus précise autour du marketing et de tout ce qui est MarTech, AdTech. Et j'ai commencé à travailler dans la data au tout début des années 2000 dans une société qui s'appelait ConsoData. Et à l'époque, la baseline de cette société, c'était Turn Data into Value. Je pense qu'elle est encore... elle offre une résonance qui est assez intéressante aujourd'hui. Et vous l'avez compris, je suis un passionné des Jordan, je suis un passionné des grandes contre-cultures urbaines qu'il y a pu y avoir dans les années 80, mais je ne suis pas un nostalgique pour autant. Allez, on rentre dans le sujet. Emmanuel l'a largement présenté dans le cadre de son introduction et je le remercie. Donc je vais éviter de faire une redite par rapport aux grands champions de l'économie de l'expérience que vous connaissez aujourd'hui, que vous utilisez au quotidien parce qu'ils ont contribuer à redéfinir des pans entiers de l'économie en termes d'usage sur voilà, le déplacement, prendre un café, acheter en ligne. Ce qui va être assez intéressant et la perspective que j'aimerais introduire ce soir dans mon propos, c'est finalement de confronter ce qui relève des grandes plateformes digitales avec des histoires concrètes, réelles, que le consommateur peut vivre et qui sont incarnées par des marques assez intéressantes, que vous connaissez peut-être pour certaines, pas toutes, je pense notamment à des marques comme Patagonia, qui sont dans un modèle et une approche commerciale extrêmement responsable, qui invite presque à la décroissance ou au fait de ne pas acheter, de ne pas utiliser. Je pense également à des marques comme USA, qui est une mutuelle spécialisée pour les fonctionnaires et les militaires américains, qui typiquement, dans la façon dont gèrent les centres d'appel, n'impose aucune contrainte à leurs téléopérateurs sur le temps passé avec leurs clients en termes d'appel, sur tout ce qui est first call resolution. Donc typiquement, si à un moment ou à un autre, un agent de l'USA a besoin de passer 40 ou 60 minutes pour résoudre un cas client, eh bien, il va le faire. Donc il n'y a pas de pression autour de la productivité ou du résultat. Donc ça fait partie de ces nouveaux modèles qui émergent voilà, sur des marques... que l'on connaît un peu, certaines sont confidentielles, mais finalement, lorsqu'on regarde bien, et la façon dont cette notion d'expérience devient finalement un attribut central de l'identité de la marque, eh bien on voit que certaines marques dites traditionnelles, je pense notamment à Chanel, n'échappent pas non plus à cette règle, dans cette nécessité de rentrer au plus près de la réalité des usages et de la psychologie des consommateurs, culture par culture, pays par pays, géographie par géographie. Et c'est notamment le concept que Chanel a ouvert, qui s'appelle le Coco Chanel Game Center, qui a ouvert à Tokyo et qui permet effectivement d'aller prendre la parole auprès des milléniaux japonais et de s'adresser à eux de façon très spécifique. Donc, ce qui est intéressant, il ne s'agit pas forcément d'être dogmatique ou de mettre en opposition les grandes plateformes digitales par rapport à d'autres marques, mais c'est plutôt la façon dont cette promesse relationnelle, elle va être incarnée, portée et matérialisée au jour le jour par un certain nombre de mesures, d'attention, et qui font qu'effectivement, ça permet de générer un attachement durable. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, au-delà du fait de savoir est-ce que je suis capable de mieux retargeter, est-ce que je suis plus efficace sur ma promotion ou sur mes achats médias, en fait, ce qui est intéressant dans les quelques exemples que j'ai cités, et encore une fois, c'est l'exemple à retenir, c'est que le point commun et le dénominateur commun, c'est que ces marques, elles se définissent par leur attitude plutôt que par des messages. Donc on peut les voir comme des marques plutôt cool, généreuses, éthiques, immersives, et qui arrivent vraiment à délivrer cette promesse en cohérence et avec une honnêteté vis-à-vis des consommateurs. Et du coup, le défi qui s'impose lorsque on est une marque qui est capable effectivement d'être intelligible, claire, compréhensible et d'incarner une promesse sur le marché, c'est qu'en fait les défis sont assez nombreux. Et c'est souvent une des remontées que l'on a lorsqu'on discute aujourd'hui avec un certain nombre de clients, c'est que finalement il s'agit d'être performant sur tout un ensemble de dimensions
qui, en fait, appelle une pluridisciplinarité. Ce n'est pas évident à la fois d'être un spécialiste du branding et d'être un spécialiste des processus sur les centres d'appel. Mais dans tous les cas, ce slide il a plutôt vocation à rappeler l'étendue des enjeux aujourd'hui lorsqu'on parle de la nécessité de réussir en matière d'expérience client, à la fois sur la performance du service, sur le niveau d'utilisabilité du service, la façon dont effectivement il est adopté, compris, intelligible vis-à-vis du consommateur. Est-ce que vous êtes capable effectivement de réduire votre temps d'attente sur votre plateforme? Est-ce que vous êtes backupé par des SVI ou d'autres formes d'intelligence artificielle? La dimension émotion également, qui est très importante et qu'on va voir un peu plus en avant dans le cadre de cette présentation sur la cartographie du parcours client. C'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui, et c'est sans doute l'époque qui contribuait à tout envisager sous la notion effectivement de productivité, de rentabilité, mais j'espère que cette présentation rappellera à quel point la dimension émotionnelle et la psychologie du consommateur doit rentrer en compte dans l'équation qui va s'imposer à vous lorsque vous devrez retravailler sur la refonte ou la transformation de votre parcours client. Donc, diversité des enjeux. Mais dans les faits, et ça aussi, c'est les constats que l'on peut remonter par rapport aux expériences que l'on a lorsqu'on délivre des ateliers de cartographie du parcours client, que ce soit sur le format inter-entreprise, mais également sur le format intra-entreprise, c'est que bien souvent, c'est un peu une face nord. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un sujet qui peut apparaître comme complexe. On ne sait jamais finalement sur quel type de processus il faut travailler. Est-ce qu'on doit travailler sur des segments, des personas? Quel est le point de départ? Quel est le point d'arrivée? Comment je constitue les groupes de travail pour mener à bien la réflexion sur le parcours client? Est-ce que j'ai suffisamment également le sponsorship ou l'adhésion de mon management pour m'aider derrière à aller chercher les investissements ou les mesures organisationnelles qui vont s'imposer? Donc, dans les faits, il y a souvent une espèce de découragement qui se délite et que l'on voit au fur et à mesure du temps entre les bonnes intentions qui président au départ et la réalité de l'atterrissage à l'issue. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel, en tout cas, la cartographie du parcours client, c'est un outil à très fort potentiel, mais qui impose malgré tout une certaine exigence et un effort dans le temps, un effort soutenu dans le temps. Ce qui m'amène à vous poser la première question, donc je vous invite à vous reconnecter sur le Bicast. Et cette première question, en fait, ça va être l'occasion pour nous de bien comprendre un peu la façon dont collectivement on peut envisager les différents enjeux et notamment les différents freins lorsque vous avez décidé de vous lancer sur ce type d'atelier, sur ce type d'initiative qui est la cartographie du parcours client. Et l'idée, c'était de savoir, si je continue de cliquer, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui le plus perçu en termes de freins? Est-ce que c'est la complexité inhérente au sujet? Est-ce que c'est un manque de sponsoring ou d'adhésion en interne? Est-ce que c'est derrière la capacité à mener les investissements à l'issue des conclusions? Je vous laisse quelques secondes pour répondre à ce questionnaire. Ce sera pour nous une clé de lecture assez intéressante pour savoir comment vous vous situez par rapport à ce type de démarche. Répondu. Grosso modo, ce qui ressort, c'est qu'effectivement, la plupart d'entre vous répondent sur le fait que c'est plutôt la capacité à mener les changements et les investissements nécessaires. Et effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est souvent, malheureusement, l'un des outputs nécessaires ou souvent un input qui nous empêche d'aller beaucoup plus loin sur ce type de démarche. Et qui amène effectivement la nécessité de bien penser en amont la notion de business case et de dossier d'investissement lorsqu'on se lance sur ce type de démarche. Alors, la cartographie du parcours client, je vous ai expliqué, effectivement, je l'ai dit, c'est un sujet qui est complexe. Pourquoi? Parce qu'elle s'inscrit de façon globale et de façon large dans un contexte qui lui-même est marqué par des phénomènes d'hypercomplexité, mais également des phénomènes d'hyperconvergence. Aujourd'hui, la digitalisation massive, finalement, elle entraîne ce phénomène de convergence entre les espaces physiques et les espaces digitaux. Elle génère également un autre enjeu qui est celui de la multiplicité des identités digitales et la multiplicité des identités liées au device et qui constitue autant de points de rupture par rapport à des parcours clients. Donc, effectivement, le fait qu'on ait un consommateur qui soit hyper connecté fait qu'on a un niveau d'exposition qui potentiellement peut être beaucoup plus intéressant, mais dans les faits, d'un point de vue technique, si l'on raisonne sur des parcours clients sans couture et que l'on souhaitera le plus fluide possible, ça s'accompagne également d'un certain nombre d'enjeux techniques.
L'autre conviction que l'on a également, c'est que de notre point de vue, on ne peut pas penser une transformation de l'expérience client ou de la culture liée à l'expérience client sans intégrer le poids du contexte sociétal et le système de valeurs des individus. C'est vrai qu'on a tendance à voir les clients comme de simples enregistrements dans une base de données, comme des segments, mais dans les faits, on a face à nous des individus avec leur système de valeurs, leur psychologie qui leur est propre et la façon dont ils se déterminent vis-à-vis des marques. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est de remettre à l'ordre du jour des bons vieux outils comme le Pestel, qui permet effectivement d'avoir une synthèse du contexte politique, économique, écologique, dans lequel effectivement vous allez penser votre stratégie d'expérience client, dans lequel s'inscrit aujourd'hui votre marque, vos produits et vos services, et d'essayer de ressortir une synthèse autour de l'ensemble de ces enjeux. L'autre conviction que l'on souhaite partager et qui a été quand même également pas mal abordée dans la présentation qui a été faite par Emmanuel, c'est que l'on croit profondément au poids de la culture dans les facteurs clés de succès ou de réussite par rapport à tout ce qui est expérience client. À la fin de la journée, en fait, on parle d'une entreprise qui est un organisme vivant avec ses forces, ses faiblesses, ses contradictions, mais également sa culture qui lui est propre. J'ai trouvé intéressant de ressortir d'un livre blanc qui est sorti cette année, qui a été édité par un cabinet de conseil spécialisé en méthode agile qui s'appelle Novensia et qui en fait montre la largeur du spectre en termes de culture, entre d'un côté les régimes dictatoriaux ou l'anarchie et de l'autre des entreprises comme Patagonia que j'ai cité tout à l'heure et qui permettent en fait de voir les attributs et les caractéristiques culturelles entre chacune de ces marques. Et je trouve que c'est vraiment assez intéressant parce que c'est quelque chose qui explique de façon assez large la façon dont les entreprises se déterminent, réussissent et échouent sur le plan de l'expérience client. Alors dans tout ce qui est anti-fragile organization, pour la petite histoire, ça ne veut pas dire que c'est des boîtes qui sont contre les mecs fragiles, c'est des boîtes qui au contraire, dans des périodes de tension, de volatilité, savent trouver la résilience nécessaire pour opérer les changements nécessaires et ressortir plus fort des crises. Donc ça, c'est intéressant d'intégrer cette dimension. En tout cas, nous, lorsqu'on aborde ces ateliers sur les phases préparatoires avec nos clients, on essaie vraiment de collecter un maximum d'insights sur la culture d'entreprise, dans la façon dont elle est vécue, pas seulement au niveau du top management, mais également au niveau du middle et de la base. Voilà, j'en ai fini un peu pour ces généralités. Maintenant, il est peut-être un peu temps de rentrer dans le vif du sujet avec des premiers éléments de définition. Donc, concrètement, ce que nous vous proposons pour parler de cartographie du parcours client, c'est une définition qui nous paraît assez intelligible. C'est l'illustration visuelle des processus, besoins et perceptions des clients tout au long des interactions et des relations avec une société. Je vais insister sur la dimension visuelle parce que si on colle beaucoup de post-it chaque année, c'est pas pour se faire plaisir ou pour contribuer à la déforestation. C'est parce que dans la façon dont on fonctionne en termes de perception et de schémas neuromentaux, le fait d'avoir une illustration visuelle permet en fait à l'être humain de mieux appréhender une problématique lorsqu'elle apparaît de façon visuelle. Donc ça nous permet de comprendre les expériences, d'identifier les problèmes, les dysfonctionnements, mais également la notion de causalité ou d'association entre différents dysfonctionnements, et donc les opportunités potentielles afin de changer la donne. Redesigner les expériences, mettre en œuvre ces expériences, mais également communiquer sur les expériences. Là aussi, si je devais citer un autre facteur clé de succès sur lequel nous, on vous encourage largement, c'est d'investir du temps, de l'attention et des ressources sur tout ce qui est communication interne, conduite du changement et accompagnement sur le fait de valoriser les premières victoires et les premiers bénéfices dans la trajectoire que vous allez avoir en matière de transformation de l'expérience client. C'est quelque chose qui n'est absolument pas anecdotique ou qui relève du snobisme, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut investir. L'autre défi, lorsqu'on fait un peu la synthèse des freins qui nous sont remontés par les gens avec qui aujourd'hui on travaille en matière de cartographie du parcours client, c'est en fait l'univers de choix. C'est-à-dire que nous, on ne croit pas à la cartographie du parcours client un peu fourre-tout qui va permettre de faire la synthèse entre tous les processus en acquisition, en fidélisation, en rétention, avoir une espèce de vision un peu agrégée de différents segments. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'est un passage obligé. La cartographie du parcours client va vous imposer de faire des choix, à la fois sur les personas, sur les KPI, sur les processus, sur les leviers émotionnels, sur les attributs de la marque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il peut y avoir besoin de démultiplier certains parcours, mais c'est à ce prix, il vaut mieux avancer un peu moins vite, mais faire de meilleurs choix pour être certain de travailler sur le bon parcours client. Donc une question de choix avant tout. La démarche telle que nous on l'a envisagée, ce n'est pas forcément une révolution copernicienne, c'est une démarche qui s'appuie en 5 grandes étapes.
Il s'agit au départ de pouvoir créer une cartographie initiale qui va permettre de faire l'inventaire, le recensement de l'ensemble des personnes, des acteurs, des outils, des processus, des applications qui participent à un moment clé, enfin à un moment ou à un autre, à l'exécution du processus client, d'évaluer également les attitudes et les émotions telles qu'elles sont vécues par le client, ce qui me permet en fait de faire également mention sur une autre pratique qui peut avoir son intérêt sur ce type de démarche, et de le fait d'introduire et d'avoir des clients avec vous dans vos groupes de travail. C'est des choses qui en général produisent de la valeur. Je vais devoir passer assez rapidement. De toute façon, si vous souhaitez, après la présentation, on pourra se revoir et je serai heureux de répondre à vos questions, mais ça vous donne effectivement un aperçu des étapes à respecter pour arriver à cette nouvelle expérience. Les deux écueils que l'on constate en général lorsqu'on met en œuvre et qu'on anime ce type d'atelier, c'est qu'en fait on est entre deux extrêmes. Soit on est sur un processus où en fait on a l'impression d'itérer sans fin et on n'atterrit jamais, soit, et c'est un constat que l'on peut faire dans des très très grandes organisations où la créativité est un peu sclérosée, on n'a pas d'idées du tout et c'est très très dur pour amorcer la pompe en matière d'idées. Donc ça c'est vraiment les écueils qu'on fait de façon assez courante. Si vous avez eu la chance, dans le cadre de vos ateliers, d'avoir produit énormément d'idées, et ça c'est quelque chose qu'on vous souhaite, maintenant il s'agit de pouvoir en fait confronter vos idées a priori à l'épreuve du réel en faisant ce que nous on appelle un reality check. C'est-à-dire qu'effectivement, imaginez pouvoir dépanner ou livrer des clients par drone, c'est quelque chose effectivement qui peut faire du sens, qui peut faire plaisir, mais après quand on le soumet à l'épreuve du réel sur la pérennité financière, sur la faisabilité technologique et surtout sur la question consistant à savoir est-ce que c'est vraiment souhaité et désiré par le client, eh bien forcément on est sur des grilles de lecture qui elles sont différentes. Donc il y a cette méthodologie de reality check qui nous permet en fait de sélectionner, d'identifier les idées qui vont pouvoir s'inscrire de façon viable dans une stratégie d'expérience client. La technologie, bien évidemment, elle joue un rôle, donc je vais vous épargner une présentation mot par mot dans tout ce qui est, mais c'est aujourd'hui la plateforme Oracle Customer Experience. En fait, la seule chose que moi j'aimerais peut-être porter à votre attention, c'est de dire qu'historiquement, les clients et les marques ont plutôt porté énormément de temps d'investissement sur les frontaux clients et ont parfois été dépassés ou ont fait l'impasse sur tout ce qui est vision client 360, qui aujourd'hui est un sujet qui se voit redynamiser, réinventer à la faveur de l'émergence de ce qu'on appelle les Customer Data Platforms, un autre sujet sur lequel moi je suis plutôt pas mal investi, dont je serais heureux de m'entretenir à l'issue de la présentation si vous le souhaitez. Dernière question, pour effectivement clôturer cette présentation, quelles sont les différences majeures que vous voyez sur ce type de démarche entre le B2B et le B2C ? Donc, est-ce que c'est le personnel à concevoir? Est-ce que c'est la structure dynamique qui va les décisions? Est-ce que c'est les intervenants sont les différents? C'était pas évident de faire par rapport de faire une synthèse entre le B2B et le B2C parce que c'est vrai qu'en termes de parcours client, les logiques sont assez différentes. Ce que je remarque, c'est qu'effectivement, ce qui aujourd'hui fédère le plus de réponses, c'est bien la structure et les dynamiques dans le prise de décision. C'est assez intéressant effectivement de repartir avec cette conclusion. Un message clé sur l'expérience client au sens large, pour nous, c'est une question d'alchimie avant tout. Alors, je ne sais pas si on a des chimistes parmi nous. Non? Oui. Sur la molécule de gauche et la molécule de droite. Donc la molécule de gauche, en fait, c'est la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, de la gratification immédiate, c'est celle qui se déclenche lorsque vous recevez un like sur votre Instagram ou sur votre Facebook. Donc forcément, vous avez cette hormone qui se titille qui fait que vous allez tout de suite déverrouiller votre iPhone et que vous allez voir qui a liké cette photo. Et très clairement, le rôle des marques aujourd'hui, c'est de considérer qu'elles participent à ce travail effectivement consistant à fournir de l'entertainment et du plaisir aux consommateurs. Et enfin, l'hormone de droite, c'est le cortisol. La cortisol, c'est l'hormone du stress. Et elle vise notamment, et c'est le rôle des marques, à réduire le niveau d'effort client, réduire le niveau de stress des clients. Donc une expérience client réussie, finalement, c'est une expérience qui se situe un petit peu à la croisée de ces deux grandes dimensions. Et je vous propose de conclure cette intervention sur cette équation presque existentielle. Aujourd'hui, donc l'équation au travers de laquelle se détermine le consommateur, c'est qualité à laquelle, effectivement, on ajoute une dimension plaisir. Et sur le rapport qualité-prix historique tel qu'on a pu le connaître, eh bien,
on ajoute la notion d'effort et de risque. Je vous remercie pour votre attention. Merci Désolé d'avoir... beaucoup.